Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. On vient tout juste d'entamer le mois d'août et comme à mon habitude, il est temps de te faire un bilan de mon portefeuille boursier. Donc bien entendu, on va regarder la performance globale de mon portefeuille au cours de ces 6 premiers mois d'investissement. Est-ce qu'actuellement je suis en plus-value ou au contraire en moins-value? Ensuite, on comparera la performance de mon portefeuille avec celle d'un indice de référence que j'ai choisi qui est le S&P 500. Est-ce que j'ai fait mieux ou moins bien que lui? Ensuite, on ira un petit peu plus finement, on ira dans les détails pour savoir quelles sont les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Donc, je t'expliquerai pourquoi j'ai décidé d'investir dans telle ou telle entreprise et surtout, quelles sont les entreprises qui sont actuellement en plus-value, quelles sont celles qui sont en moins-value. Et enfin, je te dévoilerai je t'indiquerai surtout les entreprises dans lesquelles j'ai décidé d'investir mes 250 € de ce mois-ci. Pour rappel, j'ai créé ce portefeuille pour être transparent avec toi. Je voulais te montrer comment je mets en œuvre la stratégie que j'essaye de t'expliquer sur cette chaîne. Ensuite, je me suis fixé comme objectif de battre le S&P 500. Donc, je veux te prouver qu'il est possible de battre un indice en sélectionnant minutieusement ses propres entreprises et en les achetant à un prix raisonnable. Et comme second objectif, je me suis fixé de faire un rendement d'au minimum 12% annualisé. Donc, on va passer du coup sur mon écran pour te montrer les performances de mon portefeuille. Donc, actuellement, mon portefeuille, il a dessus environ 1500 $ et je suis ici en moins-value de moins 6%. Donc là, concrètement, on est très loin de faire nos 12% de rendement annualisé. Après, attention, rappelle-toi que ce portefeuille n'a que 6 mois et que pour commencer à voir si ma stratégie fonctionne ou non, il va falloir attendre au minimum 2, 3, 4, voire 5 années. Donc c'est vraiment... Je suis un investisseur long terme, donc je ne me fie pas du tout aux performances sur du court terme. Maintenant, si on le compare par rapport à un indice de référence, je l'ai mis du coup juste ici. Si j'avais investi sur le S&P 500, l'ensemble de ces euros, je ne serais pas en moins-value actuellement de moins 6%, mais de 2,7%. Ce qui veut dire qu'il y a ici un delta de 8%. Donc actuellement, je fais 8% moins bien que le marché. Mais comme je te le disais, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas du tout. Maintenant, si on regarde vraiment les différentes entreprises dans lesquelles j'ai investi, pour l'instant, elles sont au nombre de 5. J'ai investi dans Alibaba, InMode, Mercado Libre, Adcore et Intel. Donc si on regarde ici mon portefeuille, les différentes performances, donc comme on peut le voir, j'ai quasiment pendant ces 6 mois toujours été en dessous de ce que j'avais investi. Sauf quelques fois ici, voilà, en mai et là récemment en juillet où je suis repassé en positif. Maintenant, si on regarde Alibaba, donc on va commencer par cette première entreprise. Alibaba, je suppose que tu la connais, mais en gros, c'est plus ou moins le Amazon, mais en Chine. Pourquoi déjà j'ai décidé d'investir dans cette entreprise? Donc du coup, on va regarder en fait déjà les fondamentaux de celle-ci. Comme on peut le voir, déjà, moi j'adore investir dans les entreprises qui maîtrisent leurs dettes. Comme on peut le voir ici, regardez, une dette long terme ici de même pas 2 années. C'est-à-dire que l'entreprise mettrait 1 année et 6 mois pour rembourser l'intégralité de sa dette long terme. Autant vous dire que là, la dette est plus que maîtrisée. Ensuite, quand on voit ici une croissance du chiffre d'affaires de 60 milliards au cours des 5 dernières années, c'est relativement important, soutenu. Ici, le résultat net qui a baissé, ok, bon, moi personnellement, j'attends toujours une croissance du résultat net, mais surtout, la métrique que je regarde le plus, c'est vraiment le free cash flow qui, lui, a augmenté de 2 milliards. Donc ça, j'aime bien voir quand le free cash flow augmente plus rapidement que le résultat net. Pourquoi? Tout simplement que le résultat net, c'est une métrique qui peut être facilement manipulable par les experts comptables. Là où le free cash flow peut être lui aussi manipulable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et je trouve que le free cash flow, c'est une métrique qui est beaucoup plus représentative de l'argent qu'a réalisé l'entreprise au cours d'une période donnée, puisque le free cash flow, donc qui est en français le flux de trésorerie, se calcule en faisant l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Donc là, actuellement, tout est OK pour cette entreprise. C'est une entreprise qui rachète ses actions, donc ça déjà, c'est bien. Toi, en tant qu'investisseur, tu n'es pas dilué. Quand on regarde ici ces marges, des marges brutes de 37%, des marges nettes ici au cours des 5 dernières années qui étaient de 13%
Là, on a chuté à 9%. Si vous comparez à un Amazon, ce sont des marges qui sont bien meilleures. Et pour le coup, ici, des indicateurs de rentabilité un peu faiblards. Mais bon, ces indicateurs étaient beaucoup plus importants au cours des précédentes années. C'est juste que depuis le Covid, la Chine a été vachement impactée et surtout Alibaba. Et elle a du mal à récupérer en fait toute la valeur qu'elle avait pré-Covid. Mais bon, ça pour moi, ce n'est que passager. Sur du long terme, l'entreprise sera prospère à mon sens. Maintenant, si on regarde rapidement ce que pensent les analystes, eux déjà, ils s'attendent comme on peut voir ici, à une croissance de son bénéfice par action. Donc pas forcément une croissance très importante pour l'instant. Et au niveau de son chiffre d'affaires, ici, pareil, des croissances, allez, on va dire, compris probablement entre 7 et 8% annualisés. Maintenant, si moi, j'utilise du coup mon outil pour savoir à quel prix je suis en mesure, du moins quel serait le prix maximal auquel je pourrais acheter cette entreprise, ici, je me suis fixé ces différentes estimations. Donc, pour rappel, pour l'ensemble des entreprises qu'on va passer, moi, je fais des estimations sur 10 années parce que je suis un investisseur long terme. Et je vais vous faire 3 types d'estimations. Des estimations ici pessimistes, ici, on va dire réalistes et ici optimistes. Moi, si j'analyse tout ça, j'ai quoi? Et voilà, ça me donne ces chiffres. Donc, moi, actuellement, tant qu'Alibaba n'aura pas passé cette barre des $100 ou $120, j'achèterai continuellement des actions d'Alibaba. Comme on peut le voir ici, regardez, actuellement, si vous achetiez l'entreprise à son prix actuel là, de $77, vous réaliseriez des rendements minimum de plus de 17% pour les estimations basses, 22% pour les estimations réalistes et 27% pour les estimations optimistes. Moi personnellement, oui, je peux comprendre que le fait d'investir sur une entreprise chinoise, ça peut vous paraître difficile à cause justement de toutes les réglementations liées à ce gouvernement chinois. Moi pour ma part, ça ne me fait pas peur. Et concrètement, si j'avais 100 entreprises comme Alibaba, ok, peut-être que sur ces 100 entreprises, j'en aurais peut-être, 5 ou 10 de défaillantes. Mais en fait, les rendements ici sont tellement importants que les 90 autres compenseraient largement la perte de ces 5 ou 10 entreprises. Maintenant, si on repart ici, ma deuxième entreprise, ça a été InMode. Donc InMode, c'est une entreprise israélienne qui conceptionne et vend en fait du matériel de chirurgie esthétique non invasif. Donc c'est-à-dire que c'est du matériel qui va permettre de réaliser des chirurgies esthétiques sans avoir par exemple d'incision, ou du moins si vous avez des incisions, elles sont très peu profondes, et donc du coup ça permet aux patients de passer beaucoup moins de temps en convalescence à l'hôpital. Donc en fait pour moi c'est des techniques qui sont très novatrices et donc qui vont se démocratiser avec le temps. Cependant, le problème qu'il y a actuellement avec cette entreprise, donc de 1, elle est israélienne, donc avec tous les conflits qu'il peut y avoir autour d'Israël en ce moment, et en plus, donc vu que c'est du matériel qui se vend relativement cher, c'est-à-dire que les chirurgiens esthétiques vont par exemple demander plusieurs milliers d'euros pour réaliser ce type d'opération. Cependant, actuellement, on ne va pas se cacher, on est dans une période d'incertitude où on fait peut-être face à une récession très prochainement. Et donc du coup, forcément, les gens en période comme ça d'incertitude, ils vont pas forcément se tourner vers la chirurgie esthétique, ils vont plutôt se concentrer sur les produits de première nécessité et ils vont plutôt conserver leur argent sur des comptes pour faire face potentiellement à un avenir un peu moins radieux. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement, pour ces principales raisons qu'actuellement InMode fait face à des difficultés et comme on peut le voir ici, en moins-value sur mon portefeuille de quasiment 17%. Je l'avais pas dit, mais pour Alibaba, je suis actuellement en plus-value de 3,6%. Donc maintenant, si on regarde InMode par rapport à ses piliers, regardez. Une croissance toujours de son chiffre d'affaires. Ok, ça c'est nickel. De son résultat net et de son free cash flow. Ça c'est bien. Ici, on est légèrement dilué par l'entreprise. Honnêtement, au cours des 5 dernières années, une dilution de 2,9%, c'est comme si on n'avait pas, donc ça ne me fait pas peur du tout. Maintenant, regardez ces indicateurs de rentabilité ici. Un ROIC de 27-29%. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise, pour chaque euro investi, elle en récupère 27 centimes. Donc ce qui est tout simplement énorme. Ça me montre ici que l'entreprise sait très bien gérer l'argent qu'elle a et ça me montre ici une sorte de moat. Donc cet avantage concurrentiel. Et regardez, sur tout ce qu'on aime voir, regardez ici ces marges brutes de 82% et ici des marges nettes
supérieur à 35%. Donc là, on a le jackpot. Et pour couronner le tout, regardez ici sa dette. 0,08 années. Autant vous dire que l'entreprise n'est pas du tout endettée. Une entreprise qui n'a pas de dette, eh bien c'est une entreprise qui ne peut pas faire faillite. Donc pour ces raisons, InMode, c'est une entreprise que j'apprécie énormément. Maintenant, si on regarde les estimations des analystes, eux, bon, déjà, vu que c'est une entreprise relativement petite, il n'y en a pas forcément ici beaucoup, et ils couvrent ici que 3 années. Donc comme on peut le voir, donc faible augmentation cette année, ensuite des augmentations autour des 5-6% du bénéfice par action, ok, et pareil, faible augmentation du chiffre d'affaires, mais ensuite on serait plus à des croissances du chiffre d'affaires supérieures à 7%, entre 7 et 8%, ok. Donc moi j'ai fait ces types d'estimations, donc une croissance du chiffre d'affaires compris entre 2 et 6%, des marges ici entre 35 et 39, comme on peut le voir, l'entreprise, oui, a des marges qui sont en chute cette année, mais voilà, c'est vraiment pour moi que des problèmes court-termistes. Ces marges vont de nouveau réaugmenter à mesure que la Fed diminuera ses taux et que l'économie dans son ensemble repartira. Et ici, des marges sur le free cash flow de 40%, donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai été relativement très conservateur. Si j'analyse, je me suis même mis ici, vu que voilà, c'est une entreprise israélienne avec tous les conflits, je me suis mis des marges un peu plus importantes, entre 13 et 17%. Si j'analyse, voilà, ça me donne ces résultats. Donc, en achetant l'entreprise à son prix actuel, je pourrais réaliser au minimum 14% de rendement si je pense que les estimations ici basses se réaliseront. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous réaliserons et en plus, ça permet de nous soutenir. Ensuite, pour la troisième entreprise, Mercado Libre. La Mercado Libre, c'est plus ou moins comme Alibaba, donc une entreprise de vente. Mais pour le coup, on n'est pas pour le marché chinois, mais ici pour le marché d'Amérique latine. Donc c'est pareil, encore une fois, un concurrent d'Amazon. Là, pour le coup, pour cette entreprise, je suis en plus-value de 8,6%. Donc elle a annoncé ses résultats très récemment et elle a tout explosé. Je vais vous expliquer encore une fois ici pourquoi j'ai décidé d'investir dans cette entreprise. Donc déjà, regardez, une dette maîtrisée, allez, 1 année et 6 mois pour la rembourser. Regardez ces indicateurs de rentabilité ici. Donc on était à 14%, mais qui ont augmenté de 32%. Et là, en fait, au fur et à mesure que l'entreprise va croître, etc., ces indicateurs vont augmenter. Donc ça, c'est exceptionnel. Ça veut juste dire que les personnes qui sont à la tête de l'entreprise savent très bien comment utiliser l'argent de cette dernière. Ici, donc une belle croissance du chiffre d'affaires, 13 milliards en 5 ans, du résultat net et ici du free cash flow. Donc regardez la différence entre le résultat net et le free cash flow. C'est vraiment ce que j'aime voir. Encore une fois, légère dilution, mais 2% en 5 années, c'est que dalle. Et ici, regardez les marges. Des marges brutes là de 48%. Et là, pour l'instant, des marges nettes qui sont encore faiblardes, mais qui augmentent petit à petit. On était sur 5 ans à 4%, là on passe à 7%. Donc là, c'est bien. On voit que cette entreprise est de plus en plus rentable. Et comparé-la à un Amazon, vous verrez que pour l'instant, cette entreprise fait beaucoup mieux. Maintenant, les analystes, eux, ils s'attendent à quoi? Regardez déjà cette croissance du bénéfice par action. On passerait de 35 ici dollars par action à 78 dollars par action en 1, 2, 3, en 4 années. Donc on ferait un plus que x2 en 4 ans. C'est tout simplement exceptionnel. Et si vous regardez ici la croissance de son chiffre d'affaires, il passerait de quasiment 20 milliards à 35 milliards. Donc c'est des croissances, regardez bien ici, on est carrément à plus de 20% de croissance annualisée. Donc ça, c'est bien. Si maintenant, moi, j'utilise mon outil, donc je me suis mis des croissances, je suis peut-être honnêtement conservateur avec cette entreprise, mais bon, voilà, elle est relativement petite. Est-ce qu'elle arrivera à faire 20% sur 10 ans? 20%, c'est pas forcément simple à réaliser sur 10 années. Donc voilà, moi, je me suis mis entre 14 et 20% de rendement. Ici, les marges, comme on peut le voir, l'entreprise a fait au minimum là, du 22% au cours des 10 dernières années. Je me suis mis, moi, 20%. Donc là, je pense honnêtement être très conservateur sur les marges, sur le free cash flow. Bien entendu, je pense que cette entreprise mérite un premium au niveau de son PER et son PCF parce que forte croissance ici et en plus un ROIC relativement important. Des marges, pareil, vu que c'est une entreprise encore petite, je me suis mis des marges de sécurité plus importantes entre 13 et 17%. Si j'analyse, et voilà, ça me donne ces résultats. Donc actuellement, en achetant l'entreprise à son prix actuel et en se fiant
aux marges sur le free cash flow, et bien ici, je pourrais acheter l'entreprise jusqu'à 1800$ pour faire un rendement de minimum 13%. Ok. Maintenant, la quatrième entreprise, c'est Adcore. Donc là, Adcore, je suis en moins-value de 10%. Donc Adcore, c'est une entreprise qui conceptionne du matériel électrique en général. Si on regarde les fondamentaux de cette dernière, voilà, on est ici. Donc, comme on peut le voir, hop, je vais juste rafraîchir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit les bons. Voilà. Comme on peut le voir ici, une dette encore une fois maîtrisée. Vous verrez que dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'investis, une des métriques que je regarde le plus, ça va être vraiment l'endettement de l'entreprise. Je n'aime pas du tout investir dans des entreprises qui sont endettées, sauf sous certaines conditions. Mais voilà, encore une fois, une dette maîtrisée, une croissance de son chiffre d'affaires, ok, de son résultat net et ici de son free cash flow. Des indicateurs ici de rentabilité, relativement bien, hein. Un retour sur rentabilité des actifs de 21%, rentabilité des capitaux propres de 40% quasiment, et ici un retour sur les capitaux investis de plus de 24%. Moi, pour rappel, je recherche des entreprises avec au minimum 12% pour l'ensemble de ces métriques, donc c'est parfait. L'entreprise qui verse ici un petit dividende, donc de 11 millions à l'ensemble de ses actionnaires, qui correspond ici à un rendement de 0,26% pour l'instant. Et est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps? On va le comparer au dividende, au free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Donc si je prends ma calculatrice, on a ici 11 millions 75 divisé par nos 456 millions là, hop, fois 100. On a ici du 2,5%, ce qui correspond au payout ratio de l'entreprise. Autant dire que là, le dividende de Adcore est pérenne dans le temps et pourra être largement augmenté d'année en année. Et comme on peut le voir ici, des marges brutes de 36% et des marges nettes de 18%. Donc franchement, ça c'est très bien. Et en plus, l'entreprise rachète pas mal de ses actions. Là, c'est plutôt très agressif avec un rachat de 22% de ses actions au cours des 5 dernières années. Donc ça, c'est tout simplement excellent. La seule question à se poser, c'est est-ce que ces rachats de 22% ont été effectués lorsque l'action de l'entreprise était relativement peu chère ou au contraire très chère? Si l'entreprise rachète ses actions quand les prix sont très hauts, c'est pas une bonne utilisation des capitaux. Au contraire, si par exemple là, les dirigeants de l'entreprise décident de racheter des actions de l'entreprise, quand vous voyez ici un PER de 7,34 et un PCF ici de 10, là clairement oui, c'est une bonne utilisation, une bonne allocation des capitaux. Donc c'est vraiment dans ces conditions qu'on souhaite que l'entreprise rachète ses actions. Maintenant, les analystes, eux, ils s'attendent à quoi? Déjà, une chute cette année du bénéfice par action et j'imagine pareil, voilà, de son chiffre d'affaires. Et ensuite, on repartirait à la hausse pour son bénéfice par action, donc une croissance pas forcément exceptionnelle de son bénéfice par action. Et ici, des croissances de son chiffre d'affaires, compris entre 4 et 5% en général. J'utilise du coup, moi, mon outil. Hop, donc je n'ai plus Adcore. On va regarder les dernières estimations. Voilà, celle-ci. Donc là, des croissances, je me suis mis très conservateur, entre 1 et 4%. Des marges sur le free cash flow, donc qui sont plus faibles que les marges nettes. Donc ça, c'est pas forcément ouf, mais on va dire qu'en fait, c'est surtout impacté par cette année où là, le marge sur le free cash flow était que de 12, là où pour cette année, on est à 18 pour les marges nettes. Ensuite, l'entreprise mérite à mon sens un premium avec un ROIC de 24-25%. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre 16 et 18 ici. Et je pars pour ma part sur des rendements standards de 12 à 15%. Si j'analyse, ça me donne ces résultats. Donc actuellement, l'entreprise est clairement achetable pour réaliser au minimum ici 12% de rendement. Et si vous pensez aux estimations, que les estimations hautes se réaliseront, alors vous pourriez acheter l'entreprise jusqu'à 177$ pour réaliser un rendement de 15%. Donc ok, ça c'est parfait. Et enfin, la dernière entreprise, alors je sais que celle-ci, elle est très controversée, il s'agit d'Intel. Donc là, Intel a dévoilé ses résultats il y a quelques jours et ils ont été pourris de chez pourris. L'entreprise, on avait l'impression qu'au cours des 2 derniers trimestres, elle avait de nouveau repris la bonne direction, sauf que là, on est de nouveau en décroissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action. Elle a même perdu en fait de l'argent, son résultat net est négatif. Donc oui, voilà, on va pas se cacher, Intel est actuellement en pleine période de doute. C'est vraiment en fait, quand vous investissez sur Intel actuellement,
c'est vraiment un pari que vous faites sur cette entreprise de est-ce que la direction va être en mesure de modifier cette dynamique, de être de nouveau innovant et de réaliser ce qu'elle était capable de réaliser dans les années 2017, 2018, etc. Donc là, concrètement, oui, Intel, c'est une entreprise honnêtement pas simple à analyser. On va le regarder ensemble, de toute façon. Voilà, donc comme on peut le voir ici, il y a quasiment rien de bon. On peut le voir ici, le chiffre d'affaires qui est en diminution. Si on le regarde plus en détail, le chiffre d'affaires, il montait ici là jusque 2020, et à partir de 2020, et là on est en chute. Et donc là actuellement l'entreprise fait autant de chiffre d'affaires qu'elle n'en réalisait dans les années 2015-2016. Donc là c'est comme si l'entreprise n'avait rien fait pendant 10 années. Si on regarde maintenant son résultat net, regardez, il était aux alentours des 11 milliards en 2015. Cette année, même pas de 1 milliard, il était même négatif en juin 2023, l'année dernière. Si on regarde son free cash flow, là c'est pareil, c'est pas ouf. Son free cash flow est négatif depuis 3 années là, consécutives. Après, pourquoi il est autant négatif? Tout simplement, regardez ici ses dépenses en capital. L'entreprise est réalisée entre 8 et 10 milliards jusqu'en 2017. Ensuite, petit gap là entre 2017 et 2018, on était aux alentours ici des 14-15 milliards jusqu'en 2021. Et là, à partir de 2021, c'est là où ça a commencé à être la bérésina. L'entreprise a commencé à perdre des parts de marché, etc. Des entreprises comme AMD ou Nvidia ont fait beaucoup mieux, donc des produits beaucoup plus élaborés qu'Intel. Et donc du coup, c'est pour cette raison que actuellement Intel a du mal à revenir dans la course. Et elle se fait distancer de plus en plus avec toutes les puces génératives d'IA. Donc là, actuellement, l'entreprise dépense énormément en capital pour justement développer, construire de nouvelles usines pour essayer de rattraper son retard. Et c'est là où je dis que c'est un pari. Est-ce que l'entreprise réussira ou non à réenclencher cette bonne dynamique? Ça, seul le futur pourra nous le dire. Et honnêtement, ce pari, vous n'allez pas le voir au cours de la prochaine ou des 2 prochaines années. Il va falloir attendre plusieurs années, donc je sais pas, 3, 4, 5 ans, avant que vraiment ces investissements portent leurs fruits. Donc c'est très compliqué actuellement de savoir où Intel va. Après, honnêtement, le gouvernement américain ne lâchera jamais Intel. Ils mettent de plus en plus de restrictions vis-à-vis de la Chine. Ils ne veulent pas que, par exemple, certains constructeurs chinois utilisent du matériel américain pour confectionner des puces. Et ils veulent éviter à tout prix que des puces chinoises soient intégrées dans des PC, des serveurs américains, et même ils essayent de faire appliquer ça au niveau européen. Donc concrètement, le gouvernement américain mise énormément sur Intel et leur accorde pas mal de subventions. Donc oui, Intel, honnêtement, si Intel faisait faillite, je serais plus que surpris. Cependant, la question à se poser, c'est dans combien de temps elle arrivera à mettre en œuvre son nouveau plan stratégique et à quel niveau elle va redevenir rentable. Et regardez, là honnêtement, une baisse du chiffre d'affaires comme on l'a vu, de son résultat net, de son free cash flow. Regardez la dette actuellement qui est colossale. Donc la dette, elle n'était pas si importante que ça, même si c'est des entreprises qui ont besoin énormément de capitaux pour construire de nouvelles usines. Mais là, dites-vous que avec le free cash flow là, qui est même pas de 1 milliard au cours des 5 dernières années, et cette année qui était négatif, donc c'est pour ça qu'il est plombé autant, là on a une dette où il faudrait 40 années pour la rembourser. Après, si l'entreprise arrive à de nouveau avoir un free cash flow qui tourne aux alentours, ça doit être quoi, 10 milliards je pense. Tac. Le free cash flow était aux alentours des 10 milliards, voire un peu plus, même il était monté à 21 en 2020, 16 en 2021, là oui, au final la dette de l'entreprise, elle est plus ou moins maîtrisée, parce que là il faudrait 4 années, 3 années pour rembourser sa dette. Donc voilà, donc là pour Intel, c'est compliqué à dire, même quand vous regardez, forcément, vu qu'il n'y a plus beaucoup d'argent de générer, là ces indicateurs de rentabilité ils sont mauvais. Donc là, si vous fiez uniquement là à ces différentes métriques, vous vous dites Intel c'est de la merde, je ne veux même pas investir dessus. Moi personnellement, je crois au renouveau d'Intel, ça ne se fera pas
sur du court terme, mais sur du long terme, je crois énormément en Intel. Je me dis que ces 30% en fait de chute, et ben, c'est de nouveau probablement un bon point d'entrée sur cette entreprise. Ça me permet de l'acheter à un prix soldé. Comme on peut le voir, regardez, les analystes, ils s'attendent quand même à ce que le bénéfice par action passe de 1,12$ à 5, donc quasiment un x5 au cours des 4 prochaines années. Donc c'est énorme. Et ici, un chiffre d'affaires qui partirait de nouveau en croissance, passant de 56 milliards à 93 milliards. Juste, je vais calculer quelles seraient les marges là si vraiment on atteignait $5 de bénéfice par action. Donc en gros, on va faire nous 5 fois, on va regarder le nombre d'actions qui est en circulation. Donc qui est ici de 4,27. Donc ça fait 21 milliards de résultats nets. Et si on le divise du coup maintenant, hop là, ici, par les 93 milliards, divisé par 93,35 fois 100, donc voilà, on serait sur des marges de 22%, des marges nettes, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc moi pour ma part, voilà, je me suis fixé comme croissance pour Intel, ici des croissances entre 4 et 8%, donc les analystes ils s'attendaient à quoi du coup? Ouais voilà, des croissances beaucoup plus soutenues à partir de 2025, supérieures à 10%. Donc moi je préfère être un peu plus conservateur parce que je vous le dis, je pense pas que Intel va de nouveau être la bonne entreprise à posséder au cours de la prochaine ou des 2 prochaines années. Je pense plus que c'est un investissement très long terme. Ensuite pour les marges, je me suis fixé des marges entre 15 et 25%. Je pense honnêtement que l'entreprise réussira à récupérer ses marges. Le problème c'est de savoir dans combien de temps. Ici un peu RPCF, on va être très conservateur pour l'instant parce que c'est pas ouf. Ce qui est capable de réaliser l'entreprise actuellement. Donc si on analyse, ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, si tu penses même que les estimations basses se réaliseront au cours des 10 prochaines années, dans ce cas-là, tu pourrais acheter l'entreprise à son prix actuel et réaliser quand même 13% de rendement. Donc voilà, donc comme on peut le voir par rapport à ce que je t'ai présenté pour les 5 entreprises, là elles sont toutes plus ou moins achetables. Si on repart, donc Alibaba entre 17 et 27%, InMode entre 14 et 21%, Mercado Libre entre 13 et 27%, Alcor entre 12 et 21% et Intel entre 13 et 30%. Donc moi pour ma part, ce que je vais faire pour cette année, pas cette année mais ce mois-ci plutôt, en gros je vais investir dans 4 entreprises. Je vais mettre sur mes 250 €, je vais mettre 125 € sur l'entreprise Intel et sur les 125 € restants, je vais mettre 50 € sur Adcore, 50 € sur InMode et je vais investir 25 € sur Mercado Libre. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mes positions. Est-ce que tu aimes bien ces entreprises ou au contraire, tu te dis « Oh là là, pour moi, elles sont trop compliquées, ce n'est pas des entreprises dans lesquelles je veux investir ». Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!